Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cet important side event. Et c'est un side event qui va traiter énormément de questions qui concernent l'ensemble des pays africains, mais plus particulièrement l'ensemble des régions et sous-régions concernées. La question des CPDN ou des CDN, la question des contributions nationales déterminées est une question cruciale. Je vais aller directement dans le vif du sujet sans trop d'introduction ni de préliminaire, parce que le temps nous est compté, que ce soit pour ce side event, que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques, ou bien dans les actions que nous aurons à mener dans nos pays respectifs, dans nos régions respectives, et le travail à faire ensemble, parce que la question des changements climatiques est une question à traiter et par rapport à laquelle nous devons avoir des actions ensemble et les plus concertées, les plus consultées et aussi avec des objectifs les plus réalistes pour mener à bien la vie des générations futures. En ce qui concerne les contributions nationales, les contributions déterminées au niveau national, et avant c'était les contributions prévues déterminées au niveau national, c'est-à-dire les CPDN. Avant l'accord de Paris, l'adoption de l'accord de Paris, l'ensemble de nos pays ont fait élaborer et soumis et annoncé politiquement, économiquement, techniquement, socialement, environnementalement et climatiquement leur contribution à l'effort global pour atteindre ou pour limiter l'élévation de la température sur Terre à moins de 2 degrés. Cet effort va être colossal. Cet effort va être énorme. La responsabilité sur l'ensemble des États, elle est énorme, elle est extraordinaire, et l'engagement de tous les pays, et à ce jour on a 169 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, ce qui est aussi une excellente chose, vont devoir travailler ensemble, vont devoir s'organiser pour permettre à ce qu'il y ait un maintien de l'élévation de température à un niveau acceptable par l'homme, la nature et les systèmes qu'on est en train de mettre en place, que ce soit les systèmes économiques ou autres systèmes qu'on est en train de mettre en place. La durabilité, la viabilité de ce monde vis-à-vis de la question des changements climatiques est tributaire essentiellement du travail qu'on est en train de faire, basé sur des décisions politiques sages qui sont en train d'être prises et aussi basé sur beaucoup de travail, beaucoup d'activités techniques, scientifiques et autres, je dirais même procédurales et organisationnelles. Maintenant, sans plus tarder, on va essayer d'avoir une idée sur ce qui se fait dans les différentes sous-régions africaines par rapport aux différentes organisations, aux différents pays en matière de contributions déterminées au niveau national. C'était des CPDN avant l'accord de Paris. Elles sont restées CPDN après l'adoption de l'accord de Paris. Et ces CPDN sont devenus des CDN après la ratification de l'accord de Paris, signature ensuite ratification de l'accord de Paris par chacun des pays qui l'ont fait. Donc, les pays ont annoncé des CPDN et ces CPDN, du fait de la ratification de l'accord de Paris, sont devenus des CDN, des contributions déterminées au niveau national qui engagent les pays selon l'annonce qui a été faite, annonce bien sûr éminemment politique avant l'accord de Paris et durant l'adoption de l'accord de Paris. Et maintenant, c'est un travail technique. Si on prend ce qui se fait au niveau de la COP23 dans laquelle on se réunit ici, il y a un énorme travail technique qui est en train de se faire pour permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris et essentiellement par rapport aux engagements de nos pays, la mise en œuvre des contributions nationales
des contributions déterminées au niveau national. Donc sans plus tarder, je voudrais déjà présenter les participants à cet important side event. Nous avons M. Bouraima Abdallah, président de la commission de l'UMOA, et il va parler au nom... Il va aussi parler au nom de la CEDEAO et de la BOAD. Monsieur Jimmy Adoum, secrétaire exécutif du SILS, ainsi que Monsieur Bernard Dubois, directeur adjoint de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Sans plus tarder, je donnerai la parole et j'inviterai Monsieur le Président à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le Président. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, les participants à cette cérémonie, en vos grades, fonctions et titres respectifs. Bien sûr, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la région Afrique de l'Ouest, au nom en particulier de mes collègues et amis, les présidents de la CEDEAO, M. Marcel de Souza, et de la Banque ouest-africaine de développement, M. Christian Adelevande, qui n'ont pas eu le temps de venir à Bonn pour cette grande rencontre. Je voudrais naturellement saisir aussi l'opportunité de cette conférence pour vous adresser, vous qui êtes présents ici, à nous écouter, ayant répondu massivement à notre invitation, vous transmettre donc nos sincères gratitudes et nos salutations. Je veux dire les gratitudes et salutations des deux organisations que je viens de citer, la CEDEAO et la BOAD, ainsi que l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous connaissez très certainement ces trois organisations au nom desquelles je parle. Nul besoin de revenir sur leur identité. La CEDEAO, une grande organisation née il y a plus de 40 ans, regroupant 15 États de l'Afrique de l'Ouest, dont 8 États appartiennent à l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est un vaste ensemble de 350 millions d'habitants, les 100 millions d'habitants étant répartis dans l'espace UMOA. Quant à la Banque ouest-africaine de développement, c'est aussi une grande banque régionale créée il y a plus de 40 ans également, au profit du développement des pays de l'Union. L'Union comptant 8 États. Et bien sûr, l'UMOA, qui a été créé il y a 25 ans environ, pour compléter le maillon qui manquait à la chaîne de l'intégration économique et régionale dans cet espace spécifique. Il est spécifique parce qu'il était en intégration monétaire depuis plus d'une cinquantaine d'années. Je veux parler de l'UMOA, avec une monnaie commune émise par une banque centrale commune qui est arrimée à l'euro. Mais aujourd'hui, je suis venu surtout vous parler au nom de ces organisations sur les grands chantiers qu'elles partagent ensemble dans le thème qui nous réunit ici, à savoir le climat et les changements climatiques. Il y a bien sûr des chantiers qui sont importants en dehors de ce grand chantier, qui font l'union de ces deux organisations régionales d'intégration monétaire et économique et monétaire. C'est notamment la construction d'un marché commun, un vaste marché commun, basé sur une union douanière et un tarif extérieur commun
qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. C'est également un ensemble qui a opté pour une économie de marché ouverte et concurrentielle, basée sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que le droit d'établissement des professions libérales. Mais c'est surtout un ensemble qui veut mettre en œuvre des politiques sectorielles communes dans des domaines vitaux au plan économique et social, comme les infrastructures, dans beaucoup de domaines, les infrastructures terrestres, ferroviaires, énergétiques, dans le domaine de la santé humaine et animale, dans le domaine de l'éducation également. D'ailleurs, à ce niveau, les deux organisations d'intégration régionale de cet espace coordonnent leurs activités pour la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds bi- et multilatéraux, notamment au niveau de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et j'en passe. Ensuite, il y a la perspective de la création d'une monnaie commune dans un avenir pas lointain, mais réaliste, pour parachever le processus d'intégration économique et monétaire de cet ensemble ouest-africain. Enfin, puisque c'est de cruelle actualité, l'UEMOA et la CEDEAO conjuguent leurs efforts pour lutter contre les multiples formes et visages du terrorisme et des divers trafics qui le nourrissent, notamment le trafic de drogue et de stupéfiants, mais malheureusement aussi de trafic humain. Toute cette volonté d'intégration qui a été affirmée depuis plus d'une quarantaine d'années était fondée sur un objectif ultime: la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations qui habitent cet ensemble. Car, faut-il le rappeler, l'immense majorité des 350 millions de cet espace qui peuplent cette région vit dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté. En réalité, les États ouest-africains sont dans leur grand ensemble des pays pauvres qui sont très vulnérables au changement climatique. C'est un ensemble qui est globalement un faible émetteur de carbone, mais qui subit les pires effets des changements climatiques qui entraînent la dégradation des infrastructures, de l'environnement et de moyens d'existence. Il y a un inventaire des grands risques qui a été fait par les deux organisations dans l'Ouest africain. 6 risques principaux ont été identifiés dans cet espace: les inondations, les sécheresses, les vents et pluies violents, les chaleurs excessives et l'élévation du niveau de la mer. Bien sûr, des conséquences en découlent de ces risques qui sont dans cet espace. Des manifestations de ces risques ont engendré au moins au cours des 3 dernières années de nombreux impacts, notamment sur la baisse des rendements agricoles, la baisse des niveaux d'eau dans les barrages et la prolongation de la période d'étiage. Il y a également l'avancée de la mer et la disparition de certaines espèces aquacoles. Il faut donc apporter des réponses rapides, robustes et durables contre tous ces risques. C'est dans ce cadre que les plus hautes autorités des États de ce grand ensemble, ces autorités donc
ont adopté des politiques et initiatives qui devraient être de nature à renforcer la résilience de la région en matière d'agriculture, d'accès à l'énergie et à l'eau, ainsi que pour la gestion des couverts forestiers. Et c'est là où interviennent le rôle des commissions de la CEDEAO et de l'UMOA. Ainsi d'ailleurs que le rôle de la mission de la BOAD, qui est le bras financier de ce grand espace en matière de financement des projets prioritaires de développement durable. Une feuille de route a été établie donc par ces deux organisations, à savoir l'UMOA et la CEDEAO, adoptée en 2015 et qui comprend notamment l'harmonisation des positions de la région Ouest Afrique, je voulais dire, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, à travers l'organisation de concertations régionales en prélude au COP, comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Il y a également le renforcement des capacités des États membres et des organisations régionales pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Ici, le rôle de la BOAD est primordial. Nous y reviendrons certainement au cours des débats. Et enfin, il y a l'appui à la mise en œuvre des engagements des États de l'Afrique de l'Ouest au titre de l'accord de Paris dont le modérateur vient de parler, à savoir les contributions déterminées au plan national. Toutes ces initiatives qui ont été développées grâce au soutien de la coopération internationale visent notamment la réduction de la vulnérabilité du secteur agricole face aux effets des changements climatiques. Faut-il s'arrêter ici pour dire que l'écrasante majorité de la population de cet espace vit en milieu rural, qui subit de manière presque quotidienne et brutale les effets des changements climatiques, qui assiste à la perte de ses richesses, d'une de ses richesses les plus capitales, à savoir la terre. L'autre initiative concerne la lutte contre l'érosion côtière. Vous savez, cet espace est un mix de pays côtiers et de pays sahalo-sahariens. L'espace ouest africain, je veux dire, les 15 États, qui subissent la dégradation de l'environnement à des degrés certes différents, suivant le niveau de leur vulnérabilité, mais tous les 15 pays, chacun, côtiers ou se trouvant en zone sahélo-saharienne, subit les conséquences du changement climatique. Il y a également une autre initiative en matière de gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants, la promotion des énergies renouvelables et enfin la gestion des écosystèmes forestiers. Au niveau donc des CDN, comme le modérateur l'avait dit au départ, à l'entame de son propos, aujourd'hui le focus doit être le niveau de réalisation, le niveau auquel les États ont engagé leurs responsabilités après l'accord de Paris. Quels sont les résultats atteints par la région Afrique de l'Ouest au titre donc des CDN? Bien sûr,
le rôle a été partagé entre les 3 organisations dont je viens de parler, à savoir la CEDEAO, l'UEMOA et la BOAD, chacune de ces organisations ayant joué pleinement sa partition. Au niveau de la CEDEAO d'abord, il y a eu un programme stratégique régional qui a été adopté pour la réduction de la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Grâce d'ailleurs au soutien de la coopération suédoise, qui a été d'un grand apport pour l'adoption de ce programme stratégique. Ce programme vise 3 objectifs immédiats. D'abord, il faut aider les négociateurs des États membres pour leur participation aux différentes COP. Il y a également facilité l'accès aux financements qui sont dédiés à la lutte contre les effets des changements climatiques. Et enfin, la formation des cadres nationaux qui sont investis des missions pour suivre toutes ces questions importantes, tant au plan national, régional qu'international. Donc ça, c'est le premier niveau au niveau des CDN en ce qui concerne la CEDEAO. Il y a également, comme je l'avais dit d'ailleurs dans mon propos, la maîtrise de la gestion des ressources en eau, qui a été une priorité au niveau des 2 organisations, et un programme de gestion intégrée des ressources en eau a été arrêté. Il y a également, et ce n'est pas des moindres, la révision de la politique agricole commune, de la politique agricole régionale, pour prendre en compte les thématiques innovantes qui sont liées au changement climatique. Il y a également une initiative qui a été prise récemment pour la création de la réserve régionale de sécurité alimentaire, pour soutenir les pays qui font face aux crises alimentaires récurrentes. Et enfin, je pourrais citer la mise en œuvre du programme de transition agroécologique en Afrique de l'Ouest avec l'appui de l'Agence française de développement. Il y a bien sûr la mobilisation en cours de ressources des fonds d'adaptation pour la promotion et la mise à l'échelle des bonnes pratiques pour la sécurité alimentaire des populations. Sans compter le soutien apporté par le NEPAD et l'Union africaine pour le renforcement des capacités des États pour l'adaptation au climat. L'UEMOA a 2 grands chantiers, à savoir le programme régional de lutte contre l'érosion côtière. 3 États de cet ensemble bénéficient de ce programme actuellement. Il y a aussi un grand programme pour lutter contre l'ensablement du fleuve Niger et la restauration des terres dégradées. En ce qui concerne la BOAD, dont je viens de parler, elle est fortement impliquée dans la mobilisation des ressources climat. La BOAD, qui finançait pendant longtemps les grands projets de développement, notamment au niveau des infrastructures et dans le monde agricole, grâce notamment à des fonds propres et à des fonds concessionnels, la BOAD aujourd'hui a un portefeuille important de projets au niveau climat, 24 projets au total. La BOAD aujourd'hui arrive à mobiliser à l'échelle internationale des financements importants de longue durée, capables de financer justement des investissements dans le domaine des changements climatiques. C'est possible pour cette grande institution grâce à la qualité de son actionnariat,
grâce à la qualité de sa gouvernance et des résultats atteints, et surtout grâce à l'expérience et à la confiance que les investisseurs internationaux lui ont fait lors de 2 émissions au plan international d'obligations de presque 850 et 750 millions de dollars qui ont été un grand succès. Donc c'est une institution aujourd'hui qui va essayer d'inverser la courbe de financement au niveau de notre espace régional, qui va essayer d'inverser parce que jusque-là, tous les financements qui sont dédiés à ce secteur, enfin au changement climatique, visent uniquement des projets publics. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la participation du secteur privé est importante pour le financement des conséquences climatiques au niveau de notre espace. La BOAD, outre les prêts directs qu'elle fait au niveau de cet espace-là, peut mobiliser les ressources dédiées au plan international à travers le fonds d'adaptation, à travers le fonds vert, à travers le fonds de l'environnement mondial, peut donc faire des prêts directs, mais surtout pouvoir faire une sorte de blending pour mobiliser des ressources financières importantes en créant un matelas d'assurance et de garantie et inciter les banques commerciales à investir massivement et durablement dans le secteur de l'environnement. Voilà donc une mission qui est aujourd'hui inscrite dans la stratégie de la BOAD et qui est fortement soutenue par les 2 organisations régionales d'intégration économique et régionale, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions que vous me reposez. Merci. Sans plus tarder, j'inviterai Monsieur le secrétaire exécutif du SILS pour prononcer son allocution. Monsieur Dimé, vous aurez la parole. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA représentant la CEDEAO et la BOAD, Monsieur le Directeur adjoint de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des producteurs, des étudiants, des journalistes, bon après-midi. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion du side event conjoint qui réunit les institutions partenaires, à savoir le SILS, la CEDEAO, l'UEMOA, la BOAD et l'IFTD. L'article 6 de l'accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016 pose les bases des instruments de mise en œuvre de l'action climatique au niveau national, régional et international. L'opérationnalisation rapide de ces instruments est fortement souhaitable pour éviter tout retard dans l'action climatique. Toutefois, nous devons bâtir un consensus et une harmonisation des différents points de vue de nos institutions. Notre feuille de route commune doit nous permettre de lancer un dialogue actif entre les experts régionaux sur les options d'opérationnalisation des éléments contenus dans l'article 6 de l'accord de Paris. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre de l'accord de Paris pose aussi toute la problématique sur comment notre sous-région doit se préparer pour relever le défi à travers les engagements pris dans les contributions déterminées au niveau national, CDN, qui sont présentement dans un processus de révision. Le cadre de mise en œuvre des CDN dans nos pays est en effet confronté à plusieurs défis liés à la gouvernance du processus, à la planification à long terme des stratégies d'adaptation et d'atténuation, au financement
inadéquat et à la mesure, notification et vérification MRV à tous les niveaux. En lien avec la gouvernance du processus, il devient ainsi urgent de réfléchir sur comment intégrer le processus de mise en œuvre des CDN dans les politiques et stratégies de planification déjà engagées ou en cours dans nos pays. Le besoin d'accompagnement des pays de notre sous-région pour l'opérationnalisation des CDN et leur prise en compte dans le processus de planification et de budgétisation s'impose pour assurer un financement interne adéquat. En matière d'intégration du changement climatique dans les politiques, le CILS a acquis via l'Alliance globale contre le changement climatique, GCCA, et le FFMCC, une compétence unique dans le domaine qu'il se propose de valoriser en accompagnant les pays pour amorcer ce processus. Vis-à-vis des questions de transparence en lien avec la mise en œuvre de CDN, le CILS développe également avec ses partenaires dans le cadre du programme Servir Afrique de l'Ouest de nombreux outils qui seront mis à la disposition des pays pour résoudre l'épineux problème de MRV, Measuring, Reporting and Verification, dans les efforts d'atténuation du changement climatique. Par ailleurs, le CILS et ses partenaires que sont l'USAID, l'USGS et les institutions de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel viennent de lancer et de diffuser l'Atlas des paysages de l'Afrique de l'Ouest qui montre l'évolution de l'occupation et de l'utilisation des terres de 1975 à 2013. Cet atlas, qui est le résultat d'un intense effort de collaboration entre nos institutions, constitue un excellent outil d'aide à la décision et à la planification de la gestion durable des terres dans le contexte du changement climatique. Il renferme des milliers de données sur la dynamique de l'utilisation des terres et devrait permettre aux utilisateurs de faire ce qui suit: d'accéder aux données historiques sur le paysage, d'analyser et de comparer les engagements climatiques nationaux, de découvrir comment les objectifs climatiques peuvent aider à atteindre les objectifs de développement durable, de comprendre les vulnérabilités aux impacts climatiques, et enfin, d'utiliser des modèles pour tracer de nouvelles voies vers un avenir à faible teneur en carbone. Mesdames et messieurs, il est aussi important de rappeler qu'en amont du processus d'élaboration des CPDN, le CILS a initié un certain nombre d'actions, notamment la formation des pays sur l'intégration du changement climatique dans les politiques et la budgétisation, la réalisation de plusieurs études sur les impacts du changement climatique sur les systèmes agro-silvopastoraux, sur la salinisation des terres agricoles côtières en Afrique de l'Ouest, notamment sur les côtes sénégalo-mauritaniennes, au Nigeria et sur les occurrences d'inondations dans le bassin du fleuve Niger. L'élaboration d'une note de synthèse sur comprendre les contributions prévues déterminées au niveau national à destination des pays membres du CILS, de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et enfin, l'accompagnement de quelques pays dans le processus d'élaboration de leur CPDN. D'autres études, comme la capitalisation de bonnes pratiques de gestion durable des terres, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, peuvent aussi être très utiles dans le processus actuel de révision des CDN. Il me plaît aussi de signaler que le CILS dispose actuellement d'un laboratoire biocarbone qui est mis à la disposition des équipes de recherche des pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, la COP23 est placée sous le sceau de l'action. La forte incertitude sur le climat futur et l'amplitude des effets dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest nous incitent à redoubler nos efforts afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes sahéliens et ouest-africains. L'enjeu pour nos pays est comment maintenir nos trajectoires de développement pour faire face à une population en forte croissance démographique,
tout en privilégiant des solutions sobres en carbone porteuses de résilience et d'un mieux vivre pour les populations. Le renforcement de la résilience des populations sahéliennes et ouest-africaines appelle à la mise à l'échelle de techniques probantes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Cela interpelle nos partenaires au développement et les États dans la poursuite de la mise en œuvre de ces programmes ambitieux. Dans cette perspective, le CIRS, l'UEMOA et la SADIO viennent d'engager la mise en œuvre et l'élaboration d'importants programmes de renforcement de la résilience des populations et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'appui de l'Union européenne, l'USAID, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Mesdames et messieurs, au regard de nos mandats respectifs, notre action est un appel renouvelé à l'endroit des États quant à la nécessité de leur engagement fort pour l'élaboration et la mise en œuvre effective des politiques et programmes durables pour réduire la pauvreté. J'insiste beaucoup sur ce mot, la pauvreté. Les dispositifs porteurs de la nouvelle vision du développement orienté 2030 doivent être axés autour de nombreux jalons dont les plus importants sont la modernisation de nos secteurs de production, la valorisation, la transformation et la création de richesses et d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nos institutions sous-régionales doivent donc conjuguer leurs efforts pour mieux prendre en charge les conséquences du changement climatique et trouver des solutions adéquates et durables pour gérer l'insécurité alimentaire, la question de la transition démographique et la préservation des ressources naturelles. L'accord de Paris, dans son article 4, paragraphe 16, nous invite, nos organisations régionales, à agir conjointement dans le cadre de notre appui au pays pour faire face au changement climatique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous avons tous, je dis bien tous, la même cible, à savoir nos braves populations rurales et urbaines, vulnérables, qui attendent de nous des actions concrètes. C'est pourquoi j'appelle la CEDEAO, l'UEMOA, le CIRS, la BOED, l'OIF et les autres institutions régionales à renforcer notre partenariat, à développer et à mettre en œuvre des programmes d'envergure au profit de la sous-région. Le CIRS, vieux de 42 ans, se met à la disposition de sa région et je vous remercie. Merci. Maintenant, pour clôturer la liste des orateurs, M. Dubois, directeur adjoint de l'IFDD, vous avez la parole. Alors, Monsieur, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Secrétaire exécutif du CILS, Mesdames, Messieurs, représentants de la CEDEAO, de la BOAD, de l'UEMOA, du CILS, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation des États membres de la CEDEAO, du CILS, négociateurs, acteurs de la mise en œuvre de l'accord de Paris, chers participants en vos grades et fonctions, titres et respectifs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole au nom du directeur de l'IFDD pour vous remercier pour votre participation à cet événement parallèle conjoint organisé par le CILS, CEDEAO, l'UEMOA, la BOAD et l'OIF à travers son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les succès de la COP23 se mesurera par la nature concrète et réaliste des plans d'action qui seront élaborés pour mettre en œuvre l'accord de Paris et par le niveau de soutien financier exprimé, mobilisé et mis en œuvre au bénéfice des pays les plus vulnérables. Mais également, les organisations régionales devront se tenir près des pays membres et jouer leur rôle d'accompagnement, de facilitateur, de mise en réseau, de création de cadres de partage d'expériences en faveur des pays de la région ouest-africaine. Notre événement parallèle sur la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national
se déroule donc à une étape cruciale. Le rehaussement de l'ambition est lié à la mise en œuvre effective des CDN à travers des programmes de développement et des projets transformationnels. Mesdames et messieurs, dans le contexte de l'action climatique internationale, les initiatives liées au renforcement de capacités tirent leur origine du constat que les pays en développement, ainsi que ceux dits aux économies en transition, ne pourront entreprendre des actions ambitieuses tant dans le domaine de l'adaptation que de l'atténuation, sans que ne soient comblées les lacunes et insuffisances identifiées comme contraintes à leur formulation et à mise en œuvre. La francophonie, avec ses 84 États et membres et gouvernements membres, dont une bonne partie se trouve sur le continent africain, constitue une force mobilisée, une force d'influence, une francophonie des solutions, comme se plaît à le rappeler le secrétaire général de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, appelée à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des CDN. Elle est largement engagée à travers son organe subsidiaire, l'IFDD, dont une des vocations est d'accompagner les pays francophones dans les négociations et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. L'IFDD contribue au renforcement des capacités pour améliorer celles des individus, des organisations et des institutions dans les pays francophones, dans le but d'identifier, planifier et mettre en œuvre des mesures d'atténuation ou des stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre, ainsi que d'adaptation au changement climatique. Cet engagement est rendu possible grâce au vaste réseau de la francophonie, mais aussi au partenariat avec des organisations régionales comme les vôtres, CEDEAO, SILS, BOAD, UMOA. D'ailleurs, ces dernières années, plusieurs initiatives communes de renforcement de capacité et de sensibilisation ont été mises en œuvre entre l'OIF, la CEDEAO, l'UMOA et le SILS. Mesdames, Messieurs, cet exemple témoigne de notre collaboration fructueuse. En effet, engagé dans la lutte contre les changements climatiques et conscient de la nécessité de mettre en œuvre l'accord décisif à Paris, nous avons tous accepté de mutualiser nos efforts pour soutenir les pays ouest-africains. C'est l'occasion pour moi de saluer ce partenariat avec les organisations régionales et internationales. Mesdames et Messieurs, l'action de l'OIF se traduit par l'appui aux stratégies de mise en œuvre et de suivi des CPDN dans les pays francophones, la familiarisation des acteurs clés des pays francophones avec les politiques et procédures du Fonds pour l'adaptation et du Fonds vert pour le climat, l'appui traditionnel de la francophonie à travers la production de guides de négociateurs, des décideurs, des élus et des citoyens et la mise à disposition d'un pavillon francophone, encore une fois ici à la COP23. Le renforcement des capacités des institutions régionales en matière de maîtrise de l'énergie par le projet qui est en cours avec la Banque ouest-africaine de développement, la CEDEAO ainsi que l'ASECNA. Le partenariat fécond entre l'IFDD et le Centre des énergies renouvelables pour l'efficacité énergétique de la CEDEAO, le CEREC, en Afrique de l'Ouest, et l'accompagnement des pays en développement membres de l'OIF dans la mise en place de systèmes d'information énergétique. À ce titre, notre partenariat en cours avec l'UMOA permettra d'ailleurs d'étendre cet outil aux 8 pays de cet espace géographique. Il nous appartient maintenant d'aller encore plus loin dans le domaine du renforcement des capacités pour tous en surmontant les barrières linguistiques qui empêchent les acteurs francophones de participer aux négociations et de soumettre des projets bancables dans leur langue au Fonds vert climat. Mesdames et Messieurs, un enseignement clé tiré de notre expérience de travail avec certains pays francophones les plus vulnérables au changement climatique, dans le cadre de la formulation de leur CPDN, est que, même si chaque pays a été confronté à ses défis propres et particuliers, des considérations plus générales et des questions transversales demeurent pertinentes pour plusieurs d'entre eux. Alors que nous entrons dans la phase de mise en œuvre, il est utile de mener des réflexions sur 2 principaux enseignements tirés des expériences de formulation des CDN. D'abord, l'importance d'obtenir des données fiables. L'insuffisance de ressources financières, du personnel technique et des capacités dans plusieurs départements ministériels empêche les pays de disposer de données fiables, régulièrement mises à jour sur les inventaires de gaz à effet de serre pour l'ensemble des secteurs qui pourraient faire l'objet d'un système transparent de mesures, de notification et de vérification, MRV.
L'IFDD travaille dans ce sens avec le cluster francophone qui a pour but d'élargir et d'approfondir les échanges d'informations, d'expertise, d'expérience et de bonnes pratiques, ainsi que d'études de cas entre partenaires francophones, notamment sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, les NAMA, ainsi que la formulation des CDN. Il est à souhaiter que l'initiative de renforcement des capacités en matière de transparence en cours de mise en œuvre contribue de manière significative à donner aux pays francophones les moyens de surmonter certaines de ces lacunes et à aider à mieux concevoir les systèmes d'inventaire national et de MRV. Deuxièmement, l'impératif de renforcer la capacité et d'améliorer continuellement l'état de la connaissance. Durant la phase de formulation des CDN, les officiels locaux peuvent avoir des difficultés à suivre le rythme du processus et faire face aux aspects techniques dans l'estimation des potentiels de réduction des émissions. Une communication efficace, précise et fluide entre les gouvernements et les experts est cruciale et continuera d'être critique pour la mise en œuvre. À ce titre, les échanges d'informations, d'expertise, de bonnes pratiques, tels qu'ils se sont exercés avec succès pendant ces dernières années dans l'espace francophone, demeurent un moyen nécessaire mais non suffisant pour permettre cette appropriation. Suite à l'accord de Paris et la décision de réviser les contributions nationales tous les 5 ans, les CDN vont devenir l'une des pierres angulaires de l'action nationale de l'action climatique permettant d'atteindre les objectifs nationaux définis dans les contributions nationales. Or, la véritable transparence des CDN au sens de l'accord de Paris peut exiger que soit déployée dans le pays demandeur une assistance, un accompagnement sur le terrain de longue durée. D'une manière générale, les organismes chargés du suivi des politiques climatiques dans les pays francophones sont les plus en capacité de comprendre les difficultés des organismes équivalents dans les autres pays. Ils ne sont toutefois pas forcément en capacité d'apporter le soutien financier pour répondre à ces difficultés compte tenu de leurs propres contraintes. C'est pourquoi une approche par triptyque, régionale, sud-sud et nord-sud, devrait être recherchée. Mesdames et messieurs, il nous appartient d'aller encore plus loin dans le domaine du renforcement de capacité, tout en surmontant les barrières linguistiques pour accroître les synergies par la coopération et en évitant le double emploi entre les institutions intervenant dans le renforcement des capacités. Recenser les lacunes, les besoins et opportunités pour renforcer les capacités en valorisant l'expertise des centres de recherche et des institutions académiques en Afrique de l'Ouest. Diffuser les outils et méthodes de renforcement de capacité. Favoriser la coopération à tous les niveaux, de l'international au local. Recenser les meilleures pratiques, difficultés, expériences et enseignements. Étudier comment les pays peuvent créer et maintenir des capacités dans le temps et dans l'espace. Favoriser la coordination, la collaboration et la cohérence entre processus, initiatives et stratégies de renforcement de capacité. Mettre en place un dispositif de renforcement de capacité pour accompagner les pays à avoir une meilleure connaissance des mécanismes d'accréditation et des processus de mobilisation des ressources. Et enfin, s'engager à mener un plaidoyer auprès de la Convention pour rendre effective l'introduction du français comme une des langues de travail au niveau des mécanismes financiers du climat. Chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Donc, sans plus tarder, et dans le cadre du programme et du déroulé qui a été suggéré pour ce side event, nous allons, moi et mon co-modérateur, M. Stéphane Poupari, qui est directeur exécutif de l'association Énergie 2050, essayer de faire une synthèse ou essayer d'enclencher un débat basé sur des questions qui sont assez techniques, assez économiques, etc., liées, et assez politiques aussi, liées au CDN. Je donne la parole à Stéphane. On va peut-être alors donc directement passer à quelques questions que j'ai moi-même notées et qu'on a déjà plus ou moins imaginées, parce que effectivement vous avez compris que les défis vont être consacrés à la mise en œuvre et à la pérennité des moyens qui pourront être mis pour atteindre les objectifs. Alors peut-être une première question au président de la commission de l'UMOA, qui serait de dire en quelques mots les grands axes sur lesquels vous pensez que dans le long terme il va falloir s'engager
au-delà de l'action climatique par rapport à l'UMOA et par rapport aux besoins de renforcement de capacité et de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Les grands axes, les quelques grands piliers qui vont pouvoir permettre de structurer une action long terme. Merci bien pour cette première question. En fait, j'ai un peu répondu à votre question. Et déjà, oui. Hein? Et oui. On est bien d'accord. Dans mon discours, je ne sais pas s'il faut me répéter. Peut-être les synthétiser avec des grands piliers d'action qui vont permettre d'articuler avec les autres agences, les autres structures régionales. Voilà, c'est-à-dire les grands axes, comme j'ai dit, il y a eu vraiment une répartition de rôle au niveau de l'espace ouest africain entre les principaux animateurs de cette question, notamment les organisations d'intégration économique et régionale, qui sont les deux grands piliers pour mener effectivement les réflexions au niveau de la région. C'est ce que j'ai nommé la CEDEAO et l'UMOA. Et la première des choses, l'un des grands piliers, c'est vraiment essayer au niveau de ces deux commissions d'accompagner les États, d'abord à court terme, dans la mise en œuvre de leur CDN. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à très court terme, il faut d'abord aider les États à identifier les obstacles pour lesquels ils n'arrivent pas à honorer leurs engagements et à essayer de trouver des solutions à ces obstacles à très court terme, justement, pour pouvoir mettre en œuvre les CDN et répondre ainsi aux engagements qu'ils ont pris eux-mêmes avant de faire recours à la communauté internationale. J'ai cité quelques-uns de ces engagements dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la coopération agricole. J'ai cité en tout cas quelques grands piliers qui aujourd'hui font l'union au niveau de l'espace ouest africain avec un large consensus politique au plus haut sommet. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme, il faut faire en sorte que les États de l'Ouest africain puissent effectivement honorer leurs engagements CDN. Cela veut dire qu'il faut les accompagner à plusieurs niveaux. D'abord, il faut les accompagner au niveau des processus de négociation. Au niveau des COP, comme je l'ai dit, c'est utile. Vous savez que bien que les débats semblent anciens sur le climat, il faut dire que chaque COP est une nouveauté avec des notions nouvelles, avec des objectifs nouveaux qui naissent, des débats. Il faudrait préparer les négociateurs à ces débats. Donc, il faut faire en sorte que ceux qui représentent les États ouest-africains puissent pleinement jouer leur rôle au niveau de ces forats pour mieux défendre les intérêts de la région. Deuxièmement, il faudrait une mobilisation importante de ressources en volume et en qualité. Ce ne sont pas des ressources à court terme qui pourraient résoudre les problèmes du climat, surtout lorsqu'on veut investir dans la transformation des économies de notre espace. Là, j'ai dit le rôle important que joue aujourd'hui la Banque ouest-africaine de développement dans la recherche de ces financements nouveaux au niveau du fonds vert, au niveau des autres fonds, mais surtout comme j'ai dit, puisque ces fonds publics-là ne peuvent pas être suffisants pour faire face aux besoins immenses liés à cette question de changement climatique, il faut nécessairement une participation massive du secteur privé. Mais c'est un domaine qui fait peur. Le secteur privé ne viendra pas tout de suite s'il n'a pas les garanties essentielles. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une forme de blending qui pourrait être faite au niveau de notre espace, où les fonds verts pourraient servir, je ne dirais pas d'appât, mais en tout cas de matelas de garantie et d'assurance pour pouvoir faire participer les banques commerciales dans des volumes importants et à plus longue échéance. Et enfin, il faudrait nécessairement aller vers la transformation écologique. Ça, c'est le long terme. Ça demande des financements nouveaux, des financements beaucoup plus importants.
Voilà donc les gros piliers de réflexion au niveau de l'espace CEDEAO. Maintenant, par exemple, la BOAD est une entité qui est accréditée par les fonds climatiques. Qui est accrédité par les fonds, les fonds climat. Absolument. Qu'est-ce qui est envisagé comme action qui va être entreprise et qui pourrait permettre de renforcer ces efforts et d'essayer de valoriser ou bien de répondre aux besoins et avoir un peu plus d'actions et de projets via une initiative ou bien via le processus de faire appel aux fonds, etc., en tant que BOAD accrédité auprès de fonds climat? D'abord, le simple fait d'être accrédité est un bon signal, un signal fort, un signal de confiance. Ça veut dire que la BOAD est aujourd'hui accréditée sur la place internationale pour pouvoir mobiliser des fonds et servir au financement de besoins de longue durée. La BOAD aujourd'hui participe à plusieurs réunions qui sont de nature à lui faciliter la mobilisation, les formes de mobilisation et les formules les plus appropriées, les procédures les plus appropriées pour pouvoir rentrer en possession de ces fonds. Parce que vous savez, une chose est de parler de ces fonds, les chiffres sont là, mais quelquefois, leur conversion en billets de banque ou en virement, ce n'est pas aussi évident. Il faudrait nécessairement connaître les meilleurs canaux pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, le gouvernement de la Banque ouest-africaine de développement s'y déploie. Et le Christian Adelevande est aujourd'hui dans tous les continents, notamment aux États-Unis, où il y a le fonds vert, plus ou moins, je ne dirais pas logé, mais où les réunions sur ce fonds-là s'y tiennent le plus souvent. Et je pense que, vu la crédibilité aussi dont j'ai parlé de cette institution qui a déjà mobilisé des fonds d'un volume important en 2016 et en 2017, je dis que cette accréditation, plus la confiance qui lui est faite, sont quand même des atouts importants pour que la BOAD puisse mobiliser, et notamment au niveau du fonds d'adaptation et plus tard au niveau du fonds vert, des sommes importantes au bénéfice de notre espace. Alors. Mais ça, je crois que dans les détails, le président Adelevande vous le dira davantage en ce qui concerne les résultats qu'il compte atteindre dans les prochaines années. Alors justement, là, vous avez abordé la question finalement de l'accès et donc de la mise en œuvre. Et on revient finalement aux travaux du SILS, parce qu'il y a évidemment un savoir-faire pour pouvoir mettre en œuvre les bons projets et puis pour pouvoir y accéder, mais pas simplement, vous l'avez évoqué dans vos différents discours, et aussi ensuite être en capacité de témoigner de l'additionnalité des projets, de mettre en place les bons indicateurs, de mettre en place le bon reporting, la bonne vérification. Et là, spécifiquement, sur cette approche montage de projets financiers et puis ensuite de la mise en œuvre, quelles pourraient être des actions spécifiques et quelle est la vision que le SILS a sur le moyen et le long terme? Merci pour avoir posé cette question. Pour ce qui est du montage financier, tous les mécanismes, le président de la commission l'a déjà si bien brossé. Nous autres, nous servons d'abord dans un premier temps comme un bras technique des institutions régionales, d'intégration régionale, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Et pour ce qui est du rôle du SILS dans cette dynamique, vraiment il est question de savoir quel rôle joue le SILS dans cette dynamique pour aider nos pays à avancer dans ce processus et à gagner le combat contre la désertification, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Nous avons trois éléments essentiels, c'est-à-dire il y a la gouvernance, il y a la planification à long terme de stratégie d'adaptation et d'atténuation et il y a le financement adéquat. Pour ce qui est du financement, le financement naturellement dépend de la qualité des projets que nous montons. Mais parlons un peu de la gouvernance. Nous devons accompagner, nous avons accompagné, nous continuons à accompagner
nos pays dans la sous-région pour l'opérationnalisation de ces CDN, leur prise en compte dans le processus de planification et de budgétisation. En ce qui concerne l'intégration du changement climatique dans les politiques que la CEDEAO, l'UEMOA, nous avons acquis une expertise dans ce domaine. Et déjà, sans plus besoin d'aller dans de grands détails, 7 pays sur les 17 que constitue la région et 304 ont été déjà formés, n'est-ce pas, par les efforts du CILS, de la CEDEAO, de l'UEMOA. Donc, nous sommes en phase de vous dire ici que si nous maintenons cette dynamique qui dépendra naturellement de l'appui financier des uns et des autres, nous pouvons certainement relever ce défi. Pour ce qui est de la planification à long terme de stratégie d'adaptation, nous avons fait plusieurs études sur l'impact du changement climatique et des systèmes agro-silvopastoraux, sur la salinisation agricole et ainsi de suite, notamment le Sénégal, la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Et la concurrence des inondations ici. Nous ne sommes pas les seuls acteurs. D'ailleurs, nous avons ici, dans cette salle-là, nous avons la secrétaire exécutive de l'ABN, nous avons les autres amis de l'OSS. Toutes les institutions techniques sont à pied d'œuvre pour apporter, si vous voulez, un soulagement aux multiples fronts auxquels fait face la région. Maintenant, plus spécifiquement, nous venons juste si vous voulez, de lancer un atlas qui a fait, avec l'appui de l'USAID et l'USGS, tous les 17 pays de la sous-région. C'est un travail qui a débuté en 1975, qui vient de finir. Et par rapport aux connaissances de nos États, de notre espace, tout comme par rapport aux besoins des connaissances, des données techniques et scientifiques, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et cet atlas renforme quand même des leçons extrêmement importantes qui vont nous permettre de mettre en œuvre les stratégies de planification, les stratégies d'atténuation. Et je pense que pas plus tard que le 12 septembre, nous avons fait du lancement de cet atlas la grande occasion que le CIS a en célébrant ses 42 années d'expérience. Et donc, je pense que c'est un outil extrêmement indispensable que nous allons mettre à disposition de nos gouvernants. Tous les techniciens des pays ont pris part à la confection de cet outil qui est extrêmement important. Donc, par rapport à l'appropriation, aucun État ne dira « je ne connais pas de quoi vous parlez ». Tout le monde, tous les experts nationaux ont pris part et c'est une aubaine pour nous autres, surtout dans la mise en œuvre des stratégies. Maintenant, dans le processus de la transparence, nous avons Servir. C'est un projet qui est financé par l'USAID, qui est mis en œuvre par une firme à travers le Centre régional agrimet du CILS et qui est en train de développer des outils qui vont permettre, si vous voulez, measuring, reporting et la vérification des efforts d'atténuation du changement climatique. Et en dernier lieu, l'accès au financement, le président de l'UEMOA l'a si bien dit, nous aussi avec nos autres partenaires ça et là, surtout par rapport au GCCA qui nous a permis d'acquérir de très bonnes connaissances. Il y a le GCCA+, il y a le FFM, il y a beaucoup d'autres opportunités qui s'offrent. Je pense que nous mutualisons tous ces efforts et avec l'accompagnement de tout un chacun, nous saurons relever ce défi. Je vous remercie. La francophonie, on le sait tous, alors vous l'avez si bien dit, effectivement, a déjà des actions engagées depuis de longues années sur le renforcement de capacités. On sait aussi que l'agenda des négociations est d'une complexité réelle et que ce renforcement de capacité est demandé en permanence et renouvelé par les différents États. Quel pourrait être le rôle de l'IFDD, organe subsidiaire de l'OIF, sur cette trajectoire de long terme pour renforcer, pas simplement, j'imagine, sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects de mise en œuvre, quelle pourrait être et à la vision et les besoins aussi, et puis les apports à la sous-région de l'IFDD et de l'OIF. Merci. Bien, écoutez, en ce qui nous concerne, évidemment, je pense que la question de la finance-climat est vraiment l'élément le plus important des négociations. Et je pense qu'il faut saluer quand même les efforts de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Quand même, il y a, bon, bien sûr, le Fonds vert climat. Quand on pense au Fonds vert climat, on pense à 10,3 milliards de dollars. Et il y a quand même déjà 43 projets qui ont été attribués depuis maintenant. Et ce qu'il faut dire aussi au travers de tout ça, c'est qu'en ce qui nous concerne, nos pays, ils ont fait leur devoir. Les pays devaient
élaborer leur contribution, déterminée au niveau national. Ça a été présenté. Et il y a eu aussi des efforts inconditionnels. En fait, les pays, sur des bases volontaires, ont élaboré des stratégies, ont présenté des contributions et ils l'ont fait avec leurs moyens. Et bien sûr, il y a au travers de tout ça la question de ce qu'on appelle le conditionnel. Et c'est là qu'arrive toute la dimension de s'assurer d'avoir des financements adéquats. Plusieurs constats qu'on doit faire aussi en matière de finances climat, bien sûr. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'hétérogénéité dans nos pays en ce qui concerne cette question. Parce que, il faut être bien structuré, il faut avoir une gouvernance, il faut avoir tout le dispositif institutionnel qui doit être mis en place. Et là, les pays sont à différents niveaux là-dedans. Il y a aussi, donc, il faut déterminer, il faut avoir une autorité nationale, il faut être accrédité. Il y a des exemples où il y a des pays qui ont reçu des fonds pour démarrer des projets, et, alors que d'autres en sont encore justement à mettre en place ces dispositifs. Et tout le monde sait très bien que les besoins sont criants. On pense à la grande vulnérabilité de nos pays, les petits États insulaires en développement. Il faut renforcer la résilience aussi. Parmi les autres éléments sur lesquels on veut travailler aussi, bien sûr, il y a la question de la barrière linguistique. Dans toutes les interactions qui doivent être faites pour les processus de financement, c'est un environnement anglophone, bien entendu. Alors, c'est pour ça que nous, on essaie de développer beaucoup d'éléments en français. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais il y a beaucoup d'éléments à considérer là-dedans parce que, il y a des interactions, il y a des formulaires à compléter. Il y a, avant d'en arriver à avoir vraiment des projets bancables, là, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Donc, nous, on s'est doté d'une stratégie. On a identifié différentes actions qu'on souhaiterait déployer pour la prochaine année. D'ailleurs, la prochaine année qui, pour nous, sera une transition vers la prochaine programmation, donc 2019-2022. Alors, on est tout à fait dans ce cycle et on veut travailler, entre autres, à soutenir nos pays dans tout le processus de préparation des CDN, bien entendu, pour l'Afrique de l'Ouest. On veut travailler aussi sur les finances climat, à familiariser les acteurs clés, ça c'est important, sur quels sont les fonds d'adaptation, fonds vert climat, mais comment accéder aussi à toutes ces ressources. Et un élément important, l'IFDD a fait des pas aussi, a fait des démarches de son côté. Nous sommes maintenant, depuis mars dernier, nous sommes accrédités au Fonds vert climat. Donc, ça nous donne accès aux réunions. Et on envisage, par exemple, même à l'intérieur de ces réunions, de pouvoir, au débat, de tenir des concertations francophones. C'est ce que nous faisons, comme dans la COP ici, comme dans toutes les réunions internationales, nous recherchons, bien entendu, les opportunités de tenir des concertations francophones. Et on est dans une seconde phase avec le Fonds vert climat de devenir ce qu'on appelle partenaire de mise en œuvre. Donc, ça va nous aider à mobiliser davantage de ressources et de partenaires autour de nos initiatives. Bien sûr, nous aimons beaucoup produire des guides, c'est demandé, c'est recherché. Alors, nous sommes à travailler sur la production d'un guide climat qui sera rédigé en français, bien entendu. Et nous réfléchissons aussi à un forum francophone sur la finance climat, outils de formation, renforcement de capacité en lien avec ce fonds. Et la mobilisation de ressources aussi est extrêmement importante auprès des partenaires. Alors, je pense que cette activité aujourd'hui vient justement démontrer l'importance de travailler ensemble avec nos organisations régionales. Nous souhaitons, nous voulons régulièrement, ou toujours, je dirais, mettre ensemble les partenaires, créer des opportunités et faire en sorte justement qu'on puisse arriver à nos fins. Je suggère, avec la présence de notre président du groupe africain des négociations climatiques étant présent ici, son Excellence ambassadeur climat et conseiller du président de la République du Mali, qui est présent, M. Seyni Nafo, qui est présent ici, souhaiterait peut-être contribuer avec un commentaire, une idée par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à aux éléments auxquels il a assisté. Bonjour. Merci Kamel. Je dis toujours qu'il faut... Ah d'accord. Dit comme ça, tu n'as plus le choix.
Merci Kamel. Quand on arrive à la COP devant des personnalités, il faut éviter d'appeler le négociateur en chef président. Il y a le président, c'est le chef d'État, c'est le président de la commission. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention vraiment vos deux interventions. Au secrétaire exécutif du CILS et à son excellence le président de la commission de l'UEMOA. Et je dois avouer, c'était très pédagogique. Je disais d'ailleurs que je voudrais m'entretenir avec vous et explorer la possibilité que vous rejoigniez l'équipe de négociation finance. Vous avez été très précis, vous avez parlé de points, de sujets qui nous concernent et qui sont justement en négociation, notamment la question de la capacité à avoir accès à la ressource. C'est une chose de dire que la ressource existe, c'est-à-dire les fonds sont là, les moyens sont là, mais la capacité de formuler les programmes et les projets, je pense que le mot c'est même la bancabilité de ces projets-là. Et je vois également le doyen, le directeur de cabinet du président de la BOAD qui a été avec nous justement dans la négociation du fonds vert pendant toutes ces étapes-là. Et jusqu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons se situe justement au niveau de la capacité. Capacité à intégrer le climat dans la planification du développement, au niveau sectoriel et au niveau territorial. Capacité à formuler les programmes et les projets susceptibles justement de répondre aux procédures des fonds. Et justement, le fonds vert, malheureusement, la communauté internationale a voulu mettre en place le fonds ayant les standards les plus élevés en termes fiduciaires, en termes écologiques, en termes de genre. Tout ça, c'est très bien, mais ça fait qu'ensuite, pour répondre maintenant avec des projets, pour avoir maintenant des projets et des programmes éligibles, ça prend beaucoup de temps quand on connaît toutes les difficultés, toutes les lacunes, et quand on connaît l'urgence de la question. Et ensuite même, la capacité à mettre en place les cadres de suivi et évaluation qui sont pertinents. Donc vous avez vraiment touché du doigt la question qui est fondamentale, et j'entendais également le secrétaire exécutif parler de cette question de renforcement de capacité à long terme, de programmes pour pouvoir avoir une masse critique de cadres. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout comme la négociation, qui est un travail à temps plein, la mobilisation des ressources, c'est un travail à temps plein, c'est une vraie expertise qu'il faut développer à tous les niveaux. Je pense que même la banque qui est aujourd'hui accréditée a dû renforcer ses capacités, a dû créer de nouveaux départements. Vous imaginez, ça c'est une banque quand même régionale qui est là pour ça. Imaginez-vous des États, des entreprises privées, des gouvernements décentralisés. Mais cette question-là est véritablement, vous avez touché du doigt le point. Je sais que l'Afrique de l'Ouest est peut-être un peu mieux préparée que d'autres, mais il va falloir trouver le moyen de vraiment faire qu'il y ait plus de synergie, qu'on continue à partager les expériences. Et l'aspect masse critique, nous n'avons pas encore la taille critique qui nous permet de véritablement mobiliser les ressources à hauteur de souhait. Je vois également les collègues sur les énergies renouvelables. Je pense qu'il y a des liens à faire, peut-être pas tout de suite, mais il y a des liens à faire ici entre climat, énergie. Et puisque son Excellence, le président de la Commission, est lui-même très au fait de ces questions, j'espère qu'on aura le temps de parler, parce qu'on aura besoin de votre caution politique, de votre engagement, pour qu'on puisse au niveau technique faire réaliser les synergies nécessaires. Mais vraiment, merci. J'ai beaucoup appris moi-même, j'ai pris beaucoup de notes. Et puis vous avez une place dans l'équipe de finance, vous avez la place de coordination, elle est pour vous. Je vous remercie. Je redonne la parole à mon co-modérateur. Là, pour le coup, on a quand même bouleversé pas mal de fois l'agenda. Donc, je pense que, voilà. Et puis, Céline vient de faire une assez bonne synthèse, mais c'est son talent habituel, et bien évidemment. Donc, on va quand même prendre une ou deux petites questions. Mais après, il y a un cocktail qui suit l'événement. Et donc, très courte. Et surtout,
juste 2 questions, très très courtes. Et puis ensuite, on va passer la parole aux panélistes. Oui. Essaie d'assurer la parité, s'il te plaît. Oui. J'ai vu pour l'instant un homme et j'ai... Ah, ben voilà, Fatima, voilà. Ça y est, ce sera au premier rang, pardon, mais j'ai juste... Voilà. Alors, c'est toujours le débat qui est difficile, mais les 24, et on va se faire renvoyer de la salle. Et faites-nous plaisir, essayez de dire vraiment des choses très courtes, parce que sinon... Non, je vais être direct. Merci, Monsieur le Président de la Commission, pour les efforts qui sont faits, mais je voudrais que nous soyons réalistes. Je suis pour que nous travaillions suffisamment pour les énergies renouvelables. Nous polluons moins. La question d'énergie. Monsieur le Président, l'effort que vous faites avec la rigueur dans la gestion du secteur bancaire, vous êtes capable aussi de gérer l'énergie nucléaire avec la même rigueur pour le compte des États. Et quand les autres vont arrêter leurs centrales nucléaires, nous aussi nous allons arrêter. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les changements climatiques, mais il n'y a plus d'eau dans les fleuves. À partir de novembre, nos États doivent mettre assez de ressources pour pouvoir faire tourner les tubes à gaz ou bien les groupes électrogènes. Ça désorganise complètement nos économies. Mais avec ça, nous pouvons suffisamment baisser. On ne peut pas évoluer sans ça, je vous dis. Alors, donc, je finis en disant qu'au lieu de nous enfermer dans le dogme et ne pas voir cela, et que les autres continuent d'utiliser cette énergie, et nous on est complètement dans la dépendance, on ne s'en sort pas, je vous suggère ça, et que vous gérez ça pour nos États. Je vous remercie. Alors, merci pour la question. Alors, on va prendre... Voilà, et on aura d'ailleurs du coup 2 dames et un homme qui seront intervenus. On sera très largement dans le genre, mais vraiment 30 secondes, pas plus, on va se faire renvoyer. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Je suis Son Altesse Royale la Princesse Abzeta Jigma du Burkina Faso, envoyée spéciale du président du Faso pour la mobilisation de ressources en des ODD et changement climatique. Ma question est la suivante. Dire que le problème de langue, c'est ce qui fait qu'on n'accepte pas, I'm sorry. In our countries, we also do speak English. This is something you need to build on existing. This is A. B, finance is not the problem. Finance is there. It's a matter of having the good project to go on. Our country, Burkina Faso, we already have our NAP ready. Budgetized with the terms of reference. We're the first country, so we can bring it at the BOAD or whatever it is to make it. Now, for those who are ready, we need to bring the money in. Ceux qui sont prêts, il faut aussi les financer. Il ne faut pas qu'on attende. Nous sommes prêts. On a été prêts, le Burkina, avec les NDCs. Nous sommes prêts aussi avec les NAP. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les pays qui sont d'ores et déjà organisés et qui peuvent aussi servir d'exemple pour le Sud, pour la coopération Sud-Sud également. Et se servir de role model. Je vous remercie. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre juste Fatimata, et puis après on arrête. On va donner la parole un peu à nos panélistes, on fera une micro-synthèse et Séni répondra aussi puisque tu es maintenant du côté des panélistes. Merci beaucoup. Moi je voudrais magnifier d'abord cet exercice qui est quelque chose de fondamental en termes de politique régionale à développer dans notre sous-région. Et je voulais mettre l'accent sur une seule question. Je pense que c'est ressorti dans ce que Monsieur le Président a dit. Séni l'a renforcé et le secrétaire exécutif du SILS, on connaît le SILS effectivement depuis 42 ans, vous avez dit. L'Institut de la francophonie pour le développement durable, dont j'ai été la directrice pendant 9 ans pour des questions de renforcement de capacité. Je vais revenir sur un seul sujet, que et l'UEMOA, et la CEDEAO et le CIS, qu'on puisse organiser des réunions, c'est-à-dire faire prendre des engagements à nos pays avec des réunions nationales, enfin des ateliers de renforcement de capacité au niveau national pour que la masse critique qu'on recherche pour pouvoir monter ces projets-là puisse être une réalité. C'est tout. Parce que le problème se situe à ce niveau. Les projets bancables, on dit que l'argent est là, on ne sait pas aller le chercher. Oui, il y a
effectivement ces questions à faire. Il y a des réunions. Monsieur le Président nous a parlé, le secrétaire exécutif nous a dit qu'il y a 300 et quelques formés. Mais 300 et quelques formés sur combien de cadres? Aujourd'hui, c'est tous les secteurs qui doivent intervenir dans ces CDN-là. C'est tous les secteurs qui doivent intégrer la préoccupation climat dans la définition d'une politique publique en matière agricole, industrielle, eau, etc. Donc, c'est ça ma contribution. En fait, c'est ça ma demande aux institutions. On va inviter notre ami pour présenter le lancement officiel du bulletin ECOWAS CDN Spotlight. C'est un bulletin dédié aux contributions nationales déterminées au niveau national. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Allez-y. Thank you very much, Excellence, the President of UEMOA, the Executive Secretary of Sales, my friend Seni Nafo, President of the African Group of Negotiators, and the Director of IFDD. Ladies and gentlemen, please give me a short, just 2 minutes to launch the ECOWAS spotlights on NDCs. Yes. This is to present our common voice at the energy level, at the level of implementation of the NDCs, our level of preparedness. And you will find in this publication challenges that the countries face in the implementation of the NDCs. And you see them, they include the challenges already highlighted by His Excellency the President, including capacity enforcement, technology transfer, and mobilizing funding for investments. Just very good. So I have copies for the high table. You'll see all the highlights inside. All the directors of energy of the region were interviewed, and we also had some contributors from IISD, from REN21, from ARENA, and from other partners, that NDC partnership. All of them made significant contributions. And NREL of the US, they all make significant contributions. I hope you enjoy reading it. Thank you very much.